Luxembourg, la Commission européenne va chiffrer les demandes britanniques de révision de l'adhésion de Londres au marché commun. Les exigences apparaissent déjà trop fortes. Autre préoccupation britannique, l'Irlande. M. Wilson déclare devant les communes « Le partage des pouvoirs à Belfast semble la seule politique possible ». Le gouvernement déjeunait aujourd'hui à l'Élysée. Une réunion restreinte avait précédé, consacrée aux questions sociales qui feront partie demain de la déclaration du Premier ministre devant les députés. La route de la Pentecôte, presque aussi meurtrière cette année qu'il y a un an. 132 morts et 2000 blessés, de nouvelles mesures en préparation pour améliorer la sécurité. Dans quelques instants au Parc des Princes, Paris Saint-Germain contre Valenciennes. Ces images en direct vous montrent les spectateurs qui attendent la rencontre. C'est la dernière chance du football parisien pour accéder en première division. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Deux des nouveaux ministres français faisaient aujourd'hui leurs premières armes à Luxembourg. Celui des Affaires étrangères, dès ce matin, celui de l'Agriculture, à partir de cet après-midi. À l'ordre du jour, pour M. Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture, les difficultés économiques de l'Italie et ses entorses provisoires envers les règlements européens. Pour M. Sauvagnargues, les difficultés économiques et monétaires de la Grande-Bretagne. Cela ne s'arrange pas puisque les réserves monétaires de la Grande-Bretagne ont diminué de 36 millions de dollars au mois de mai, après pourtant une remontée pendant 2 mois consécutifs. Mais aujourd'hui, le problème, c'était celui de la révision des conditions d'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Les travaillistes souhaitent revenir en arrière et ne pas prendre à leur compte l'accord tel qu'il a été signé par les conservateurs. De Luxembourg, notre envoyé... Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, l'Allemand et le Français, ont pris à Paris la tête du peloton européen. Chacun dans son coin, ce n'est pas la solution. La crise de l'énergie et l'inflation sont des problèmes communs qu'il convient de régler en commun. Alors cette barque à la dérive qu'est l'Europe peut devenir pour chacun la bouée de sauvetage. En attendant octobre, on dit qu'il y aurait peut-être des décisions politiques importantes à cette époque. En attendant, il convient de resserrer les rangs et de ramener au sein du troupeau quelques brebis égarées comme l'Angleterre et l'Italie en particulier. L'Angleterre, aujourd'hui à Luxembourg, M. Callaghan revenait avec dans sa serviette quelques précisions sur les intentions britanniques. Pas grand-chose de changé depuis sa première intervention du 1er avril, si ce n'est le ton, nettement moins agressif. Il apparaît que le gouvernement britannique est moins pressé qu'on ne le disait d'en finir avec l'Europe. On a banni le terme de renégociation qui ne plaisait guère et on renvoie M. Callaghan à la Commission de Bruxelles, aux techniciens qui étudieront ces problèmes. Après, on verra. Dans 6 mois, dans 1 an, on verra où en est l'Angleterre. L'essentiel est de ne pas toucher aux grands principes du traité de Rome. Cela s'appelle, en termes de négociation, laisser pourrir une situation. C'est d'ailleurs la seconde fois ces derniers temps qu'on tire le parapluie de la Commission de Bruxelles, souvent appelée à jouer les seconds rôles. La première fois, c'était avec l'Italie. Côté agricole, précisément, puisque les ministres de l'Agriculture siégeaient aux côtés de leurs collègues des Affaires étrangères, on a revu cette affaire italienne. Les Italiens jouent leur dernière carte, ils ont même quitté la salle quelques instants. Rien de grave, c'était, dit-on, une erreur de traduction. Une fois de plus, on essaie de trouver un moyen pour aplanir, sinon éviter les mesures protectionnistes prises par Rome pour redresser sa monnaie. On espérait y parvenir ce soir, un compromis. À Londres se termine ce soir le débat extraordinaire sur le problème de l'Irlande du Nord. Il semble bien maintenant que les Britanniques aient perdu l'espoir d'une solution au problème politique de l'Ulster. M. Wilson a évoqué les conséquences des événements de ces derniers jours, démission du gouvernement mise en place par Londres et partageant le pouvoir entre catholiques et protestants, puis mort de l'un des membres de l'IRA détenu en Grande-Bretagne et qui faisait la grève de la faim. Pour le Premier ministre britannique, il ne reste pourtant qu'une solution, toujours la même, le retour au partage du pouvoir. De Londres, Pascal Michel. Membre de l'IRA provisoire, Michael Cogan, 24 ans, est mort la nuit dernière dans une prison anglaise. Depuis 65 jours, il faisait la grève de la faim. Dans une autre prison, celle de Brixton à Londres, les deux sœurs Price, Marion et Dollar, 20 et 23 ans, sont à l'agonie. Condamnées à la prison à perpétuité pour terrorisme, les deux sœurs font la grève de la faim depuis novembre dernier. Et à Londres comme à Belfast, les défilés en leur faveur se succèdent. Comme Michael Cogan, les deux sœurs Price réclament d'être transférées dans un établissement pénitentiaire en Ulster. Pour la 3e fois, le ministre de l'Intérieur, Roy Jenkins, s'y est refusé.
Mais les deux sœurs ont décidé de continuer jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et l'Iran alors ne manquera pas d'exercer de sévères représailles. C'est donc dans des circonstances dramatiques que s'achève ce soir le débat extraordinaire aux communes sur l'Ulster. Un débat qui reflète l'embarras, l'incertitude, la lassitude et la vive inquiétude des parlementaires britanniques. Un débat qui ressemblait plutôt à une prise de conscience. Toute notre politique depuis 5 ans a été réduite à néant. Il nous faut tout recommencer si nous le pouvons. M. Wilson a clairement indiqué que retirer les troupes britanniques d'Irlande du Nord serait la pire des solutions. Notre seul espoir, a-t-il ajouté, reste de remettre sur pied un exécutif qui permettrait un partage équitable entre catholiques et protestants. Mais autant le Premier ministre s'est montré ferme sur les principes, autant il est resté fort peu explicite sur les modalités concrètes d'un éventuel règlement. Plus que jamais donc, c'est l'impasse. Ici Londres, à vous Paris. Au Proche-Orient, le désengagement militaire est maintenant bien engagé et c'est un événement. Le président égyptien Sadat s'est rendu pour la première fois dans le Sinaï, cela depuis la guerre d'octobre. Il a franchi le canal de Suez sur un pont de bateau et il est allé visiter une ancienne position israélienne. Il a toutefois déclaré que la mission des forces armées n'était pas encore terminée et qu'elle ne prendrait fin qu'après le départ du dernier soldat étranger du sol égyptien et aussi après la restauration des droits légitimes du peuple palestinien. Le 12 juin prochain, le président Nixon sera au Caire, où il commencera son voyage d'une semaine au Proche-Orient. Ce sera la première fois qu'un président des États-Unis se sera rendu au Proche-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Richard Nixon se rendra également à Damas, Amman, Riyad et Jérusalem. Et il devrait être de retour le 18 dans son pays. Auparavant, il fera une escale de repos à Salzbourg, en Autriche. Le président Nixon, du Caire à Jérusalem par Damas, va donc conforter les résultats de la mission Kissinger, la seconde réussite en faveur de la paix après le retrait américain du Vietnam. Pourtant, en Asie du Sud-Est, il y a encore une guerre. Le Cambodge est loin d'être démobilisé et la nuit dernière, des roquettes sont tombées sur Phnom Penh, faisant 7 morts et une vingtaine de blessés. Et puis, conséquence aussi des troubles politiques, le ministre de l'Éducation nationale et un professeur sont morts dans des conditions tragiques à Phnom Penh également. Le ministre de l'Éducation du Cambodge, M. Song Kim, et le professeur M. That Chia, lui-même ancien ministre de l'Éducation, étaient retenus comme otages par des étudiants révoltés. Ils ont été tués au moment où la police militaire donnait l'assaut au lycée de Phnom Penh où ils étaient détenus. Mais dans quelles circonstances ont-ils trouvé la mort? On ne sait pas encore. Balle perdue ou sauvage exécution. La crise universitaire qui se développe au Cambodge depuis janvier dernier connaît une nouvelle ampleur depuis le 26 mai. On apprenait ce jour-là que 5 étudiants maintenus en prison seraient déférés devant un tribunal militaire. C'est contre ce procès que les manifestations se multipliaient. Aujourd'hui, elles ont tragiquement dégénéré, provoquant une vive émotion dans la population de Phnom Penh qui n'avait pourtant pas besoin de cela. Ce matin, la ville a été bombardée aux roquettes. Depuis le 21 mai, une cinquantaine de ces engins sont tombés sur la capitale, allongeant à chaque fois la liste des morts et des blessés et rappelant à ceux qui pourraient l'oublier que la guerre est toujours aux portes de Phnom Penh. Car la situation militaire est catastrophique pour le régime du maréchal Lon Nol. La capitale est pratiquement encerclée par les forces révolutionnaires et les troupes gouvernementales ne réussissent pas à desserrer l'étau. Autre préoccupation, la démission ce matin de 4 ministres, à la suite d'un désaccord sur la politique sociale et économique. Une crise gouvernementale ne pourrait qu'aggraver encore le chaos où se trouve plongé le Cambodge. C'est demain que M. Jacques Chirac fera devant les députés sa déclaration de politique générale, tandis qu'il parlera pendant près d'1h30, semble-t-il, au Palais Bourbon. M. Jean Lecanuet, garde des Sceaux, lira le discours du Premier ministre aux sénateurs. Le débat s'engagera ensuite à l'Assemblée et les députés se prononceront par un vote jeudi soir. Vous pourrez suivre ces débats à la télévision demain à partir de 16h et jeudi après-midi à partir de 15h sur la seconde chaîne. M. Chirac a passé une grande partie de son week-end de Pentecôte à rédiger son discours et ce matin, à l'Élysée, il a travaillé avec le président de la République et d'autres ministres à la partie sociale de sa déclaration. Le président de la République offrait ensuite un déjeuner en l'honneur des membres du gouvernement. Ils étaient presque au complet, mis à part le ministre des Affaires étrangères, M. Sauvagnargues, qui était déjà à Luxembourg. Les voici alors sortis de l'Élysée après ce premier déjeuner en commun.
Il n'y a pas eu de déclaration ensuite. À la réunion sociale qui précédait, participaient autour de M. Giscard d'Estaing, le Premier ministre, M. Poniatowski, ministre de l'Intérieur, M. Durafour, ministre du Travail, et M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, ministre des Réformes. Le Premier ministre devait ensuite, cet après-midi, recevoir à l'hôtel Matignon les syndicats de la fonction publique. On va négocier dans la fonction publique. Cet après-midi, il s'agit d'une première initiative sociale prise par Jacques Chirac. À l'hôtel Matignon, les dirigeants de toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires, la CGT, la CFDT, FO, la FEN, la CFTC, la CGC et la Fédération autonome, ont été reçus tour à tour par le conseiller social du Premier ministre. Au centre de ces discussions, inattendues aujourd'hui, les traitements et le pouvoir d'achat dans la fonction publique, un dossier social particulièrement actuel et un dossier qui retient toute l'attention des centrales syndicales. Eh bien, le conseiller social de M. Chirac vient d'informer notre organisation que le gouvernement a été décidé à prendre une décision au Conseil des ministres de demain. Et deuxièmement... Une décision sur les salaires. Une décision sur les salaires de majoration qui pour nous présente qu'un caractère provisoire. Il faut évidemment parer à l'inflation que subit l'ensemble des fonctionnaires et surtout les plus défavorisés dans la fonction publique, ceux qui gagnent moins de 1500 francs par mois. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que le gouvernement semble décidé à ouvrir des négociations sérieuses dans la fonction publique. Car je rappelle que les fonctionnaires n'ont pas eu de négociation depuis le début de l'année. Des négociations rapides? Négociations rapides, nous les escomptons pour la fin du mois de juin, enfin le courant du mois de juin. Est-ce que vous pensez que les mesures envisagées sont de nature à apporter un certain apaisement dans la fonction publique? Eh bien, le fait que déjà nous ayons été consultés aujourd'hui est un élément positif. Quant au contenu des mesures, nous apprécierons demain. Il est sûr qu'elles peuvent constituer un premier élément de détente pour permettre l'ouverture de réelles négociations dans la deuxième quinzaine de juin de façon valable. Toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires doivent se rencontrer demain après avoir pris connaissance de la majoration des traitements qui sera décidée par le Conseil des ministres. Au total, 1 900 000 fonctionnaires sont concernés. Modernisation de l'enseignement technique, c'est ce que réclame la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la Fédération Giraudot, qui vient de tenir son 42e congrès national à Dunkerque. Cette fédération compte d'après elle 24 000 familles, dont plus de la moitié ont des enfants dans l'enseignement technique. 4 millions d'étrangers travaillent en France, 11 millions en Europe, dont 600 000 en clandestinité. Tels sont les chiffres qu'avance l'Organisation internationale du travail, qui ouvre demain à Genève son congrès annuel. Cette organisation regroupe des représentants des gouvernements, du patronat et des syndicats des pays adhérents à l'ONU. Satisfaction dans l'industrie française du matériel ferroviaire. 6 turbotrains ont été commandés aujourd'hui par les États-Unis. 2 d'entre eux étaient déjà à l'essai depuis 2 ans, un essai concluant. Ces turbotrains équiperont les lignes Chicago-Saint-Louis et New York-Boston. En France, ils sont exploités depuis 3 ans sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, leur vitesse de pointe 200 km/h. « 34 morts de moins sur les routes du week-end de Pentecôte 74 par rapport à la même période de 1973. Cette différence s'explique. Le port obligatoire de la ceinture de sécurité et la limitation de vitesse n'ont été mises en application que quelques jours après la Pentecôte 1973. Il reste qu'il y a eu entre vendredi 0h et lundi minuit 132 tués et près de 2000 blessés sur les routes. L'amélioration est cependant assez importante pour être significative. Il ne s'agit pas d'un fait isolé. Et au contraire, puisque l'amélioration que nous constatons depuis le début de l'année a été plus importante que pour ce week-end de la Pentecôte. Et cette amélioration est due sans aucun doute aux mesures qui ont été prises, essentiellement à la limitation de vitesse et à l'obligation du port de la ceinture. C'est donc une tendance générale dont il faut espérer qu'elle se poursuivra. Elle est en tout cas encourageante, puisque si l'on compare les 4 premiers mois de 1973 et de 1974, on constate qu'il y a cette année 1000 morts de moins. Par ailleurs, 270 personnes ont eu la vie sauve grâce au port de la ceinture de sécurité.
À noter que pour la même période, le trafic automobile a augmenté de 3%. Mais les mesures de sécurité ont maintenant 1 an et l'on peut se demander si un certain laisser-aller ne risque pas de se manifester chez les automobilistes. D'après ce que nous constatons, il ne semble pas qu'il y ait une démobilisation. Le respect des mesures est encore satisfaisant dans l'ensemble, mais il faut veiller de très près à ce que ceci demeure. C'est la raison pour laquelle il faut par exemple que les contrôles se poursuivent, parce que si l'on relâchait, il faudrait craindre que les accidents se remettent à nouveau à augmenter. Quoi qu'il en soit, ces mesures ne sont pas définitives, il est même question de les compléter très prochainement. En ce qui concerne les nouvelles mesures, il n'y en aura pas d'aussi importantes que la limitation de vitesse ou le port de la ceinture, mais toute une série de décisions concernant les piétons, les utilisateurs de motos, concernant bien entendu les automobilistes et les poids lourds. Ces décisions, je pense que nous pourrons les annoncer dans quelques semaines, mais encore une fois, je crois que ce qui est important à la veille des grands départs de l'été, c'est que chacun reste conscient que sur la route, il faut adopter un état d'esprit de sécurité. Ainsi, les mesures pour les 2 roues devraient concerner l'éclairage et la signalisation, ainsi que la réforme du permis moto pour les grosses cylindrées. Où allez-vous, monsieur? En Chine. En Chine. Aucun problème de santé? J'ai un peu de sucre. À celles et ceux qui ont choisi les pays exotiques pour leur temps de vacances, il est rappelé que beaucoup d'États exigent des certificats de vaccination à l'entrée de leur territoire. Variole, fièvre jaune sont les vaccinations les plus couramment demandées, tandis que celle contre le choléra n'est recommandée que dans certains pays. Les consulats de ces pays vous renseigneront d'ailleurs sur simple appel téléphonique. Mais il faut savoir qu'il existe des précautions à prendre par certains sujets. Les diabétiques, et ils sont très nombreux en France, doivent être vaccinés avec de grandes précautions. Par exemple, la plupart des vaccinations sont interdites pour certains porteurs de maladies de sang. À côté de ces précautions individuelles, selon l'état de santé, 3 catégories de sujets doivent être spécialement examinées avant tout acte vaccinal. Pour les vieillards, nous nous trouvons dans une situation paradoxale. Par exemple, en ce qui concerne la vaccination antivariolique. On connaît tous les dangers de la primo-vaccination. Eh bien, ces vieillards qui se présentent, ou plutôt ces personnes âgées, entre 60 et 75 ans quelquefois, pour venir se faire vacciner contre la variole alors qu'elles n'ont pas été immunisées depuis 20, 25, 30 ans, eh bien, le médecin doit considérer qu'il s'agit d'une véritable primo-vaccination et qu'il faut faire une scarification extrêmement légère avec même quelquefois un virus atténué. Pour les femmes enceintes, eh bien, généralement, on s'abstient de vacciner. Quant aux enfants, si pour la vaccination contre la fièvre jaune, l'examen doit être rigoureux, la dose cependant est pratiquement la même que pour un adulte. Par contre, pour la variole, cela nécessite une surveillance vraiment très attentive et une technique, nous dirons légère, mais enfin qui est propre du médecin et que celui-ci doit connaître parfaitement. Mais outre les vaccinations, il y a bien entendu des règles d'hygiène à suivre. En pays tropical, jamais de bain en eau douce et l'eau de lavage des aliments doit être bouillie. Et sachez que, depuis peu, un nouveau médicament protège efficacement contre le paludisme. Un comprimé vous assure 6 mois de protection. Et en cas de contre-indication, bien entendu, il est possible de voyager à condition de posséder un certificat en indiquant les raisons. Après-demain sera célébré le 30e anniversaire du débarquement allié en Normandie. C'était le 6 juin 1944, une date que nous rappellerons en présentant nos journaux en direct à 13h à 19h45 de Omaha Beach, l'un des points précis du débarquement. Dès aujourd'hui, 13h, nous vous avons présenté un sujet magazine sur la France pendant l'occupation. Demain, nous commencerons le compte à rebours tout en vous rappelant l'arrivée des commandos Kiefer qui ont mis les pieds en France avec les Alliés. Jeudi, en dehors de nos journaux, des flashs aussi, rappelant ce qui se passait le même jour, il y a 30 ans, alors que la France allait être libérée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au Parc des Princes, un match doit être maintenant commencé, dont l'enjeu est la montée en première division, Paris Saint-Germain contre Valenciennes. En match aller, Valenciennes l'avait emporté par 2-1. À vous le Parc des Princes, Daniel Leclerc.
Oui, eh bien, je vous entends très bien, Jean-François Robinet, alors qu'ici, le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois attaque dans ce match retour. Et l'on peut dire que depuis 5 minutes que le match a commencé, ce sont les Parisiens qui ont l'initiative des opérations. Les protégés de Juste Fontaine savent qu'ils ont un handicap d'un but, ce n'est rien. Mais il faut le combler et il faut espérer qu'au bout des 90 minutes de jeu, eh bien, le Paris Saint-Germain arrivera à combler cet handicap. Ce soir, eh bien, au Parc des Princes, il y a environ 7000 spectateurs. C'est peu, on attendait beaucoup plus. Il faut dire que les deux formations jouent leur saison, ce soir jouent leur avenir au terme de ces 90 minutes. Et je dois vous rappeler que s'il y a égalité sur l'ensemble des deux matchs, à la fin des 90 minutes, il y aura bien sûr prolongation. Et si celle-ci ne donne rien, eh bien, il y aura, M. Wurtz ordonnera certainement une série de 5 pénaltys. C'est une série bien sûr toujours cruelle, à suspense. Il faut espérer qu'à l'issue de cette rencontre, eh bien, nous n'en arriverons pas là. En tous les cas, les Parisiens se sont créés les meilleures occasions de but. Dès la première minute, sur un service de Spiegler, Jean-Pierre Degliani, en position d'avancante, a failli tromper Escal. Mais malheureusement, il a trop croisé son tir et la balle est passée à gauche des filets, gardée par Escal. Donc, je vous le rappelle, pour l'instant, ici au Parc des Princes, entre Valenciennes et le Paris Saint-Germain, toujours 0-0. Il faudra certainement encore attendre près de 84 minutes pour savoir qui accompagnera Lille, le Red Star, en première division. Ici, le Parc des Princes, à vous, Jean-François Robinet. Et bien que le meilleur gagne, nous aurons le résultat certainement, bien entendu, pour 24 heures dernières. En cyclisme, Eddy Merckx conserve son maillot rose après la 18e étape du Tour d'Italie devant l'Italien Gimondi. En France, le circuit du Dauphiné commençait aujourd'hui par 2 demi-étapes. Roanne, Chalon-sur-Saône, remporté par l'Espagnol Pérou Rena, puis Chalon-sur-Saône-Mâcon, remporté par le Hollandais Knetemann, qui est premier au classement général. Les deux plus célèbres lieux d'exposition d'art moderne de Paris, que sont actuellement le Musée national d'art moderne, avenue du Président Wilson, et le Grand Palais des Champs-Élysées, présentent en même temps 2 expositions de grande envergure consacrées au même artiste. Il est peintre, graveur, sculpteur. Il s'appelle Johan Miro. Il est non seulement célèbre, mais il est, sur le plan international, un des 3 ou 4 artistes contemporains vivants parmi les plus connus dans le monde. Miro est né en 1893 à Barcelone. Il est arrivé à Paris en 1919, où il s'est lié tout de suite d'amitié avec Picasso. En 1924, Miro fut du groupe surréaliste. Ses amis étaient les poètes Max Jacob, Éluard, Aragon, André Breton. Depuis les débuts de son succès, qui commença vers 1928 et jusqu'aux expositions actuelles de ses dernières œuvres au Grand Palais des Champs-Élysées et au Musée national d'art moderne, on s'accorde généralement à considérer l'œuvre de Miro comme étant animée par un esprit de jeunesse incomparable. Le goût de l'invention, de la surprise, le sens d'un graphisme spontané et de l'humour caractérise Miro. Miro, toujours riant, à plus de 80 ans. Nos prochaines informations, 24 heures dernières, à partir de 22h20. Bonsoir.